Excusez-moi, je parle à l'une de mes collaboratrices qui est en même temps dans le bureau. Donc, quelques mots sur ce webinaire. Donc, il s'agit bien d'un webinaire et non d'une visioconférence. Donc, c'est la raison pour laquelle vos caméras et vos micros sont coupés. Donc, vous n'allez pas pouvoir intervenir directement, mais à la fin de nos présentations, vous allez pouvoir utiliser le fil de discussion pour poser vos questions. Si par hasard, vous n'aviez pas accès de manière technique au fil de discussion, vous allez pouvoir poser vos questions par mail. Donc là, bien évidemment, il ne s'agira pas de réponse en direct, mais nous prenons l'engagement de répondre à vos questions par mail que vous allez pouvoir formuler dès ce soir, dès demain. Donc, je vous donne de suite l'adresse mail. Il s'agit de prévention59@mgen.fr. Je répète, prévention59@mgen.fr. Donc, de suite, je vais passer la parole à Monsieur Philippe Crignon, donc, qui est intervenant lors de ce webinaire, tout comme moi et tout comme Anaïs de Georges, qui va se présenter également. Donc, je laisse la parole maintenant à Monsieur Philippe Crignon. Philippe, c'est à toi. Merci, merci Jannick. Bonjour. Donc oui, voilà, je m'appelle Philippe Crignon, je suis directeur d'EHPAD. Et les années passant très très vite depuis déjà plusieurs décennies, puisque ça fait 27 ans que j'ai le plaisir d'accompagner des personnes âgées au sein d'un établissement, et donc pendant 27 ans d'avoir vu aussi toutes les évolutions de l'accueil des personnes âgées en établissement. Donc, je dirige un établissement MGEN qui est situé à Uby-Saint-Leu dans le Pas-de-Calais. Uby-Saint-Leu, c'est entre Arras et La Coque. Voilà. C'est un établissement qui compte 90 résidents. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir parmi les professionnels de mon établissement Anaïs de Georges, à qui je vais laisser la parole et qui va se présenter. Elle est dans un bureau juste à côté, elle n'est pas à côté de moi, mais dans un bureau juste à côté. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc, je suis Anaïs de Georges, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie depuis maintenant 10 ans. Donc, j'interviens d'une part en EHPAD, donc dans l'EHPAD de Monsieur Crignon, enfin, pour lequel vous êtes directeur, donc auprès des résidents, des familles et du personnel soignant. Mais j'ai aussi une activité en libéral dans laquelle j'ai des interventions à domicile, notamment pour des patients présentant des maladies neurodégénératives et leurs aidants. Donc, le sujet de l'entrée en EHPAD est quelque chose d'important pour moi et fait partie intégrante de mon quotidien. Voilà, je laisse. Merci Anaïs. Donc, je vais commencer cette première partie du webinaire. Alors, on m'a demandé de faire court en 15 minutes. Je suis très très bavard, donc je vais vraiment essayer de faire 15 minutes top chrono. De vous expliquer en fait ce que ça veut dire un EHPAD, à qui s'adresse un EHPAD, pourquoi on entre en EHPAD, et puis globalement qu'est-ce qu'on fait comme service au sein d'un établissement comme le nôtre. Alors déjà, EHPAD, c'est un acronyme, c'est pas très beau, mais c'est comme ça. Alors on dit un EHPAD et pas une EHPAD, mais un EHPAD, ça veut dire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors on prend nos origines avec des mots qui peut-être vous parleront, mais au siècle dernier, on parlait d'hospices. Après, les hospices sont devenus des maisons de retraite. On les a médicalisés à la fin du siècle dernier. Et puis, vers la fin des années 90, début 2000, on est devenu en effet ce qu'on appelle un EHPAD, le HPAD. Voilà. Donc, cet établissement personnes âgées dépendantes, le D est très important parce qu'on n'accueille plus du tout de résidents autonomes. Aujourd'hui, l'accès en EHPAD est vraiment réservé aux personnes qui ont déjà usé à domicile d'un certain nombre de services, qui en ont fait le tour, qui les ont vraiment très fortement utilisés, puis à un moment donné, eh bien, on n'arrive plus à être maintenu à domicile. Alors, on peut bien entendu évoquer les résidences autonomiques qui font également de l'accueil autonome. Elles-mêmes, à un moment donné, on atteint des limites de service. Et à ce moment-là, on entre en EHPAD. Il faut vraiment concevoir que l'EHPAD est un peu le dernier lieu dans lequel on va pouvoir pallier à toute la dépendance d'une personne âgée.
Donc ça, c'est aujourd'hui l'entrée en EHPAD, donc une fois qu'on a utilisé les services à domicile, mais l'EHPAD peut aussi être une entrée qui permet des temps de répit aux aidants à domicile, soit le conjoint, soit les enfants. Et donc l'entrée en EHPAD est aussi, on trouve ses motifs parfois dans des temps de répit, sous forme de services que l'EHPAD propose, comme de l'accueil de jour. La personne âgée arrive le matin et repart le soir, ensuite dormir à la maison, ou bien en accueil temporaire pendant 15 jours, pendant 3 semaines, permettant quelquefois à l'aidant aussi d'être hospitalisé, de suivre des soins, ou tout simplement de se reposer. Voilà, donc l'EHPAD aujourd'hui c'est cela, et puis on entend aussi l'EHPAD de demain, hein, on est passé de l'hospice à la maison de retraite à l'EHPAD, on dit demain l'EHPAD hors les murs, l'EHPAD à domicile. Et bien c'est toujours dans cette même logique de maintenir le plus longtemps possible à domicile les personnes, rien de mieux que de rester à domicile, et d'ouvrir un peu plus ces services d'un établissement sur de l'accompagnement également à domicile. Alors l'EHPAD pour qui, en fin de compte? Eh bien, une fois qu'on a fait en effet le tour des aides à domicile et qu'on a une dégradation de la dépendance et qu'on a besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24, évidemment, on atteint les limites du domicile. Donc, ce sont les besoins de la personne qui fait qu'il y a une entrée en EHPAD. Je connais très très peu de personnes qui, naturellement, me disent oh, ben, moi, c'est formidable, j'aimerais bien les vivre en EHPAD. L'EHPAD, on subit un petit peu parce que personne n'a envie de devenir dépendant, et donc nous, on offre un service aux personnes qui ont perdu cette autonomie. C'est essentiellement ça, pour répondre à la dépendance. De la dépendance qui est physique, tout d'abord, et ça, le maintien à domicile permet parfaitement d'y répondre. Et puis, il y a une petite bascule souvent lorsque les personnes atteignent un niveau où il y a aussi des troubles cognitifs. Et là, le maintien à domicile devient compliqué parce qu'il peut y avoir de la mise en danger. Il peut y avoir aussi l'aidant qui n'arrive plus du tout à gérer cette situation-là. L'EHPAD ne sera jamais mieux que le domicile, hein, il faut bien s'en rendre compte, mais à un moment donné, l'EHPAD s'impose naturellement dans l'accompagnement et la prise en charge de la personne. Comment envisager ou imaginer se projeter en EHPAD? C'est extrêmement difficile. L'entrée en EHPAD se fait plutôt aujourd'hui avec un âge moyen de 86 ans. Alors, il est possible d'avoir des dérogations en dessous de 60 ans également, selon certaines maladies, mais c'est quand même très rare. L'âge moyen, c'est 86 ans. Des polypathologies, une dépendance physique, des troubles cognitifs. Donc, se projeter en EHPAD, c'est quelque chose en effet de compliqué, mais il faut savoir que ça existe. Il faut savoir en effet que l'EHPAD répond aux besoins lorsque la dépendance est là. Aujourd'hui, on a 21% des plus de 85 ans qui sont en EHPAD. Et on peut imaginer que dans les années à venir, admettons que je me projette moi, en EHPAD aujourd'hui, eh bien ces 21% vont se réduire parce qu'on va pouvoir en effet rester le plus possible à domicile. Mais l'EHPAD existera toujours. En termes de services, ce que propose un EHPAD, ce qu'est un EHPAD, moi je dis toujours qu'il y a 3 lieux dans un EHPAD. Il y a un vrai lieu de vie parce qu'on y entre, on a son habitation, sa chambre, on y entre pour y vivre des instants de vie. C'est un lieu de vie. C'est aussi un lieu de soins, et de plus en plus, la médicalisation à la fin des années 90, l'arrivée des infirmières dans nos établissements, on est aujourd'hui capable d'accompagner les personnes dans un certain nombre de soins. Et puis il y a un troisième lieu aussi, c'est que l'EHPAD, c'est également un lieu de fin de vie. Et nous faisons également de plus en plus d'entrées de personnes qui ont été maintenues à domicile le plus longtemps possible et qui entrent dans une phase de fin de vie et de soins palliatifs, et on peut accompagner aussi les personnes dans ces situations de la fin de la vie. C'est aussi un parcours quelque part, puisqu'on peut entrer en EHPAD pour le lieu de vie, pour pallier à sa dépendance, bénéficier d'un certain nombre de soins, et on peut rester dans l'EHPAD pour l'accompagnement de fin de vie. L'EHPAD, c'est un lieu ouvert. Nos résidents sont des citoyens français qui sont porteurs de droits, qui bénéficient des mêmes droits que tous les citoyens. Donc, ce n'est pas un lieu fermé, ce n'est pas un lieu d'enfermement. L'EHPAD, c'est vraiment le lieu où la famille, où la vie entre le plus possible pour le bien-être du résident. Concrètement, l'EHPAD propose 3 types de prestations. Des prestations hébergement, des prestations qu'on appelle dépendance et des prestations soins. Les prestations hébergement, eh bien, on propose une chambre aux résidents, on propose la restauration toute la journée,
du petit déjeuner au dîner, en passant par le déjeuner, le goûter et la collation le soir. On assure la blanchisserie, on assure l'entretien ménager, mais surtout on assure aussi de la vie sociale, de l'animation, des activités qui permettent aussi aux résidents de se maintenir en activité au sein de l'établissement. Les prestations de dépendance, elles, ce sont des prestations qui vont permettre d'assurer tous les aides aux actes essentiels de vie d'une personne en situation de dépendance, les aides au lever, les aides au repas, les aides à la toilette, les aides au coucher. Et puis toutes les prestations soins sont des prestations que vont pouvoir faire nos infirmières dans les actes de soins infirmiers. D'autres services sont également proposés par certains EHPAD, comme ici sur Ubu-Saint-Leu par exemple. Nous avons deux dispositifs issus des plans Alzheimer, qu'on appelle maintenant plutôt plan maladies neurodégénératives, qui permettent d'accompagner des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, de Corbelli, de Parkinson. Et on a deux dispositifs. On a une unité de vie adaptée, qui est un lieu d'hébergement spécifique au sein de l'établissement, où l'on regroupe les résidents qui ont besoin qui ont une forte déambulation, voilà, que l'on préserve, que l'on met en sécurité. Et puis, on a également un pôle d'activité et de soins adaptés, vulgairement appelé PASA, qui est un peu comme un accueil de jour au sein d'un EHPAD, qui permet d'accueillir chaque jour de 10h à 17h à peu près une douzaine de résidents où nous réalisons des activités à visée thérapeutique. Voilà, pour les personnes qui ont des troubles de comportement débutants, ou voire très très peu. L'objectif étant de maintenir les capacités du résident. Voilà, j'ai fait très très court mais, et très rapide. N'hésitez pas à poser vos questions et j'espère pouvoir y revenir et y répondre. En attendant, je vais repasser la main ou la parole à Anaïs de Georges pour évoquer le comment et le pourquoi aborder le sujet de l'entrée en EHPAD avec son proche. Merci. Donc effectivement, l'EHPAD, c'est comme on l'évoquait, c'est une décision qui est compliquée à prendre et on va voir ensemble le pourquoi et comment on peut aborder le sujet avec son proche. Alors, d'abord, il semble que parler de cette possibilité, donc anticiper, puisse être une clé, en tout cas pour pouvoir aborder ce sujet. Donc, aussi difficile que cela puisse être, parler de cette possibilité, ça permet avant tout d'y réfléchir, ça permet de cheminer, ça permet aussi de faire ses deuils et aussi de poser les limites et attentes de chacun. Alors, bien sûr, l'anticipation peut parfois ne pas être possible, notamment dans les situations d'urgence, lorsque l'état de santé se dégrade rapidement ou lorsque l'entrée doit se faire après une chute sans qu'il y ait de signes avant-coureurs ou quand parfois la situation familiale ne permet pas de poser les choses. Mais quand cela est possible, ça me semble essentiel de parler de cette possibilité-là. Anticiper, dans tous les cas, ne signifie pas que cette situation existera de manière assurée. Donc, on peut, à l'occasion d'un échange, en discuter, imaginer que ça puisse arriver sans forcément que la situation se présente. Anticiper aussi, je pense que c'est important de le préciser, ne précipitera pas les choses. Certains sujets compliqués sont parfois un petit peu tabous parce qu'on aurait tendance à penser que qu'en parler va amener la chose à se manifester ou en tout cas à se mettre en place. Or, anticiper ne précipitera pas les choses. Et enfin, comme on l'a dit, anticiper permet de faire exister. Alors, aborder les sujets difficiles, alors ça peut être l'entrée en EHPAD, mais ça peut aussi être les décisions à prendre face à une perte d'autonomie physique ou psychique avant finalement qu'elle ne soit réellement là ou encore la fin de vie. C'est aussi le moyen, je pense, de les vivre différemment au moment où elles se produisent.
mais aussi d'accueillir les souhaits de la personne concernée. C'est-à-dire que le fait d'en parler, quand la personne a encore la capacité de le faire, peut permettre aussi ensuite de faciliter les décisions et éviter la culpabilité. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette culpabilité qui peut exister. Anticiper, ça va être aussi l'occasion d'imaginer plusieurs scénarios et plusieurs solutions, possibilités. Et surtout, ça va permettre de se dire les choses et d'exprimer les limites. Je prends par exemple l'exemple d'un aidant, par exemple d'un enfant qui pourrait aussi à cette occasion exprimer le fait qu'il ne se sente pas capable d'être dans cette aide-là ou de soutenir une situation de telle ou telle manière. Donc ça permet d'être sur une certaine honnêteté qui peut faciliter finalement les choses au moment où cela va se produire. Ensuite, ce qui semble important aussi, c'est de partager cette situation et de surtout ne pas s'isoler. Ça peut être partagé avec les autres membres de la famille, ce qui peut permettre de créer une bulle d'expression. Donc, accueillir aussi les ressentis de chacun, puisque, bien évidemment, on ne va pas tous vivre les choses de la même manière au sein même d'une fratrie. Donc, ça permet d'accueillir les peurs, les angoisses, peut-être aussi de se rassurer, d'évoquer des choses importantes. Et puis, ça permet aussi à l'aidant de ne pas porter la situation seule et de se sentir soutenu. Partager, ça peut être aussi l'occasion de se répartir les choses à faire selon les capacités et compétences de chacun. Peut-être que l'un va être plutôt à l'aise dans la partie administrative, l'autre sera plutôt à l'aise dans la partie médicale, donc en accompagnement des rendez-vous. Et cette harmonisation va permettre d'offrir un cadre rassurant. Alors à la fois à la fois pour la famille, pour les proches, mais aussi pour la personne concernée. Alors, bien sûr, dans une situation où cela est possible, hein, on sait aussi que parfois les situations familiales ne permettent pas toujours le partage de cette situation. Et puis, je l'ai dit, mais j'insiste, partager, c'est aussi remettre la personne au cœur de la décision. Quand cela est possible, bien sûr, mais c'est important aussi de se dire que ça peut être possible même quand il existe des troubles cognitifs légers à modérés. C'est-à-dire que même si quelques troubles sont présents, même si la désorientation est déjà là, la personne peut quand même exprimer ce qu'elle ressent et comprendre certaines choses. Et donc, c'est important de partager la situation avec elle. Avoir exprimé aussi à son proche les raisons de votre démarche permet, comme je le disais, une honnêteté qui peut vous apaiser et qui va rassurer votre proche. Très régulièrement, je rencontre des familles ou des aidants qui effectivement vivent dans la culpabilité parce que dans les conversations, il y a pu avoir une sorte de promesse familiale. Promets-moi que tu ne me mettras jamais en EHPAD. Promets-moi que tu ne feras jamais ça. Et finalement, quand la situation ne permet pas de tenir cette promesse, la culpabilité est grande et c'est souvent les entrées les plus compliquées. Donc, je pense que partager, c'est vraiment permettre éventuellement d'éviter ou en tout cas de diminuer ce sentiment de culpabilité. Anticiper, partager, ça va aussi permettre d'organiser les choses. Donc, par exemple, des visites dans différentes résidences. Et ça me semble aussi très important puisque chaque résidence a son âme, son ambiance, ses atouts. Et selon nos sensibilités, nos choix, nos ressentis ou nos habitudes de vie, on va se sentir plus ou moins bien au sein d'un EHPAD, au sein d'une résidence. Donc c'est très important, à mon sens, d'aller visiter pour pouvoir vraiment se rendre compte de ce que la résidence a à offrir et si cela correspond à ce que on attend. Alors, l'aborder,
pour moi, c'est aussi se poser la question des bénéfices d'une entrée en structure. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entrée en EHPAD est souvent vue comme une perte, mais elle peut aussi entraîner des gains. Donc, l'entrée en résidence est souvent perçue négativement. La société, de manière plus large, a tendance à considérer que l'entrée en EHPAD est un échec ou synonyme d'une fin de vie très proche. Alors, bien évidemment, cette étape est difficile, nécessite souvent un travail de deuil, puisqu'elle est très régulièrement associée à des pertes, les pertes d'autonomie, parfois la perte d'un proche qui entraîne l'entrée en résidence, la perte de liberté d'une certaine façon, la perte d'une maison dans laquelle on a vécu de nombreuses années. Mais toutefois, il me semble quand même important aussi de considérer les bénéfices possibles. Parce que pour le vivre aussi, pour intervenir à domicile régulièrement, eh bien, le domicile peut aussi être source d'isolement ou d'absence de stimulation cognitive. Or, on sait aujourd'hui qu'une des clés pour ralentir l'évolution des maladies neurodégénératives, par exemple, est la stimulation cognitive, la stimulation sociale. J'étais il y a peu formatrice pour des aides-soignantes à domicile et les situations à domicile qu'elles exposent peuvent parfois effectivement être aussi très préoccupantes et se pose vraiment la question dans ces cas-là de l'entrée en EHPAD. Donc c'est vraiment important de remettre aussi les bénéfices au cœur de la discussion. Et puis, l'EHPAD est avant tout un lieu de vie, même si, effectivement, probablement que ce sera la dernière partie de vie, mais c'est avant tout un lieu de vie dans lequel de nombreuses sollicitations vont être proposées. Des activités collectives, des activités individuelles, de nombreux passages en chambre ou parfois le passage d'associations. Et donc ça aussi, il me semble que ça constitue des bénéfices dans certaines situations. Donc, il est donc très important de faire état des possibilités que va offrir la résidence et il peut même être intéressant de poser sur une feuille les pertes, puisqu'il y en a, et les bénéfices, pour permettre à la personne et ses proches de visualiser les choses aussi de manière rationnelle. Puisqu'on a tendance, dans les situations difficiles, à mettre l'émotionnel au premier plan et on sait que quand l'émotionnel prend le dessus, on a parfois tendance à pas toujours visualiser la situation de la bonne manière, ou en tout cas de manière rationnelle, comme je le disais. Et puis ensuite, comme je le disais tout à l'heure également, les visites vont permettre aussi de réellement se rendre compte des offres proposées qui pourront être dans ce tableau mis dans les bénéfices. Ensuite, il y a une autre étape qui peut être importante pour pouvoir aborder le sujet, c'est celle aussi de la recherche d'aide, se faire aider. C'est important parce que cette décision, elle va entraîner beaucoup d'inquiétude chez la personne et ses proches. Et donc, il peut être aussi très intéressant de se faire aider par des organismes extérieurs, des associations comme par exemple France Alzheimer ou les maisons des aidants, les plateformes de répit, parce qu'elles vont aussi permettre de rencontrer des professionnels, des médecins, des psychologues, ou alors de participer à des groupes de parole avec d'autres familles qui ont vécu la même situation. Donc ça peut être très intéressant aussi parce que, notamment dans les groupes de parole, tout le monde n'est pas, je dirais, au même niveau dans les étapes. Et donc, chacun peut partager un petit peu ce qu'ils ont vécu et ça aide beaucoup le groupe. La décision d'entrer en EHPAD est aussi quand même souvent en lien avec l'épuisement de l'aidant. Les chiffres sont alarmants. C'est plus de, je crois que les derniers chiffres étaient de l'ordre de 40%. C'est-à-dire que dans 40% des cas, les aidants, malheureusement, partent avant les personnes aidées par épuisement. Donc, c'est aussi pour ça que c'est très important de se faire aider, de cheminer. Et ces structures extérieures vont permettre aussi peut-être d'accompagner l'aidant dans cette prise de décision très difficile. Enfin, aussi,
c'est important d'avoir en tête que l'EHPAD a pour but de maintenir les liens. Donc, il faut absolument que l'entrée en EHPAD ne soit pas une rupture brutale par rapport à la vie à domicile. L'objectif est de maintenir les liens le plus possible avec les proches et l'extérieur. Et le futur résident peut, et cela facilite souvent les choses aussi, personnaliser son espace. Des petits meubles, les objets, les cadres, les photos sont souvent facilitants et vont éviter justement une rupture brutale avec le domicile. Donc ça aussi, ça peut être intéressant d'en parler à la personne concernée pour qu'elle puisse choisir, cheminer et emporter avec elle ce qui lui semble le plus important. Je voudrais aussi dire que l'EHPAD, pour moi, c'est véritablement une triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a la résidence, mais la famille, le résident, pardon, sa famille et l'équipe. Et que c'est vraiment cette triangulaire qui permet un bon accompagnement. Il n'est pas question de mettre à distance les proches dans l'accompagnement du résident. Et bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais c'est évident, ne pas mettre à l'écart le résident lui-même dans toutes les décisions qu'il a à prendre. Bien sûr, quand son état de santé et psychologique et cognitif lui permet. Donc, il va y avoir des temps d'échange qui vont être proposés et ces temps d'échange peuvent être demandés par l'équipe, mais aussi par les familles ou par le résident lui-même. Le maintien des liens vers l'extérieur est aussi une des missions de la résidence. On l'a vu aussi pendant cette période Covid. Il nous a fallu créer des temps différents avec les visios, peut-être aussi refaire vivre les pages via des réseaux sociaux, mais aussi on va maintenir les liens par les repas collectifs ou tous les temps qu'on va pouvoir créer. Et ça, c'est aussi important de le préciser pour peut-être rassurer et le résident et la famille. Alors, bien sûr, il y a aussi des freins. Alors, les freins, je dirais que sont surtout en lien avec les habitudes de vie. On peut être dans la crainte quant au fonctionnement de la structure qui peut être en décalage avec les habitudes de vie, les horaires de repas, les menus proposés, et puis aussi l'acceptation d'une vie en collectivité. Donc là, va aussi être très important le temps du projet d'accompagnement personnalisé qui est réalisé quelques semaines après l'entrée et qui va permettre de reprendre les habitudes de vie et d'essayer de les maintenir dans la mesure du possible. Donc le résident, la famille et l'équipe se réunissent pour échanger sur les habitudes de vie, les possibilités et les souhaits et attentes de la personne. Donc ce PAP, c'est vraiment un trait d'union entre l'avant, les capacités actuelles et les souhaits. Et il va vraiment avoir pour objectif de personnaliser un maximum l'accompagnement dans un fonctionnement collectif. Ce PAP et puis tous les autres temps d'échange vont aussi permettre la création de liens entre le résident, la résidence et la famille. Enfin, parmi les freins qui peuvent être abordés, anticipés, peut aussi se poser la question des animaux de compagnie. Certaines résidences l'acceptent. C'est toujours un petit peu compliqué parce que ça nécessite une certaine autonomie de la part du résident. Parfois, il peut l'avoir en arrivant et la perdre progressivement au fil des années. Donc, c'est un sujet compliqué, mais qui peut être aussi bloquant ou anxiogène par rapport à l'entrée. Et enfin, la question du coût, qui peut aussi être un frein. Et pour cette partie-là, je vais laisser la parole à Monsieur Crinon qui saura vous en dire un petit peu plus. Merci Anaïs de me donner le sujet le plus compliqué, le coût. Voilà, ce n'est pas forcément le sujet qu'on a envie d'évoquer, mais dans cette troisième partie, on va essayer de voir un peu quels critères pour définir le choix d'une structure. Le coût fait partie des critères, donc peut-être pas le premier critère. Personnellement, je pense que le premier critère, il est plutôt géographique, notamment parce que, comme je le disais tout à l'heure, nos résidents, à l'entrée ont 86 ans, on peut donc envisager que les enfants ont déjà aussi un certain âge et puis ont envie de se projeter également, ils n'ont pas forcément envie de faire 50 ou 60 km
pour aller rendre visite à leurs parents ou à leurs conjoints. Donc la géographie est un premier des critères. Mais le coût quand même reste aussi un deuxième critère. Alors il y a un modèle de financement en France qui suit ce que j'ai présenté tout à l'heure avec le principe des 3 prestations. Prestations hébergement, prestations dépendance et prestations soins. Eh bien, on a en effet la même chose au niveau du tarif avec le concept de 3 budgets. 3 budgets distincts, hébergement, dépendance et soins, et donc 3 tarifs différents, et donc 3 payeurs différents. Ça peut paraître un petit peu lourd, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir une prise en charge et quelques aides qui seront évoquées tout à l'heure par Jeanne. Donc, il y a d'abord en effet la partie hébergement, qui correspond à ce qu'on appelle le socle des prestations, la chambre, l'administration, la maintenance de l'établissement. Et cette partie hébergement, elle est prise en charge 100% par le résident. La deuxième partie, c'est la partie dépendance. Donc, le budget dépendance, ce sont tous les aides aux actes essentiels de vie qui permettent de payer également les parties des aides-soignants, des agents de service, etc. Cette partie-là, elle a un double financement, tout d'abord par l'APA, donc le département, à peu près les 3/4, et un quart pour le résident, parce que l'on appelle le ticket modérateur. Et donc, le résident paye le prix de journée d'hébergement et le ticket modérateur dépendance. L'APA, le département, prend en charge l'autre partie de cette section dépendance. Et puis le troisième budget, très conséquent, c'est le budget soins, qui est autorisé par l'assurance maladie, par les ARS, les agences régionales de santé ou les établissements, et qui est financé à 100% par l'assurance maladie. C'est-à-dire que l'établissement touche une dotation mensuelle qui permet de rémunérer les infirmières, les médecins, les différents matériels de dispositifs, comme le lit médicalisé, les fauteuils roulants, etc. Alors, le coût, combien ça coûte en fait, ça n'est pas. Alors, il y a différents tarifs, mais on va dire en moyenne, un résident par mois, c'est 4 000 € par mois. Et sur ces 4 000 €, il y a 2 000 € en moyenne qui restent à charge du résident. 2 000 € qui sont charge la dotation de soins à l'assurance maladie par le département. L'établissement à moins ou à peu près à 1 800 € par mois, mais on se trouve aussi des établissements à plus de 4 000 €. Ça dépend de leur implantation, ça dépend de leur charge, et ça ne dépend pas des soins. C'est-à-dire que la différence de prix se fait principalement sur le lieu d'implantation. C'est sûr qu'un milieu rural, le mètre carré coûte beaucoup moins cher qu'au 17e dans Paris. Donc, les établissements à plus de 4 000, 5 000 € par mois sont plutôt là où ça coûte très cher pour s'implanter. Mais c'est aussi des établissements luxueux qui ont mis un peu de tenture aux fenêtres ou qui mettent les nappes en tissu ou le smoky pour servir au restaurant. Ça, c'est très, très bien. Mais les soins sont absolument les mêmes, financés, que l'établissement coûte 2 000, 3 000 et 4 000 € par mois. Voilà, c'était la partie financière un petit peu de notre webinaire. Si Jannick est connectée, je vais rendre la parole à Jannick pour la suite du webinaire. Je reviendrai peut-être vers vous avec plaisir sur la partie de questions. Oui, merci beaucoup, Philippe. Bien sûr, je suis encore connectée. Et donc, merci de nous avoir éclairé sur la composition d'un coût en EHPAD. Et je pense que maintenant, vous allez apprécier de connaître certaines aides mobilisables. Alors, si vous accompagnez actuellement un proche à domicile, il est très probable que cette personne perçoive l'APA à domicile, donc l'aide personnalisée à l'autonomie. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement de demander un dossier au département pour monter un dossier APA à domicile, donc à l'aide de l'évaluation d'une équipe médico-sociale, et en fonction de la perte d'autonomie de votre proche et de ses ressources, bien évidemment, l'APA à domicile va pouvoir se déclencher. Donc, cette petite parenthèse pour vous expliquer que lorsque votre proche est admis en structure, en EHPAD, l'APA à domicile va se transformer en APA en établissement. Et Philippe vous en a touché un petit mot. Donc, demandez à l'équipe de direction de l'EHPAD de vous accompagner dans la démarche de transformer l'APA à domicile en APA en établissement. Et en général, l'établissement s'en charge et les formalités pour vous sont extrêmement simplifiées.
Une fois que cette somme à part en établissement est versée à la structure, il vous restera ce qu'on appelle un ticket modérateur ou reste à charge sur la dépendance. Alors, ce ticket modérateur, est environ de 6 € par jour, dès lors que les revenus de votre proche accompagné ne dépassent pas 2 490 €. Donc je répète, 2 490 €. Donc peut-être que ces 6 € auront été intégrés par l'EHPAD dans le prix de séjour ou alors peut-être, qu'ils auront été dissociés. Donc n'hésitez pas à, poser la question à l'établissement puisque en tout état de cause, il y a toujours un reste à charge, un ticket modérateur sur la dépendance. Si les revenus de votre proche sont supérieurs à 2 490 €, le ticket modérateur quotidien sera alors fonction, des revenus et de la perte d'autonomie de la personne accompagnée. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, de l'établissement pour avoir, tous les renseignements si, les revenus de votre proche étaient relativement conséquents. En matière d'aide, il est très important également que vous demandiez à l'établissement s'il est conventionné APL. Donc APL, hein, c'est un sigle connu. Il s'agit de l'aide personnalisée au logement. Un grand nombre d'EHPAD sont conventionnés. Donc si c'est le cas, vous allez pouvoir déposer un dossier auprès de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Un trop grand nombre de résidents, de familles, oublient de constituer ce dossier et c'est un peu dommage puisque c'est une aide qui vient faire baisser, le reste à charge. Vous pouvez même, effectuer une simulation sur le site de la caisse d'allocation familiale. Alors, ne vous arrêtez pas forcément à l'avis défavorable d'une simulation. Voilà, parfois on peut se rendre compte que la simulation est négative, mais qu'au moment où vous déposez effectivement le dossier, eh bien vous avez un avis favorable. Voilà, ce sont un peu les contradictions de l'administration en France. Concernant l'ASH, aide sociale à l'hébergement, j'y reviendrai juste après. Je voudrais, auparavant insister sur les aides dites employeurs. Si la personne que vous accompagnez, votre parent, éventuellement votre frère, votre sœur, était, agent de l'éducation nationale durant sa période d'activité, alors il ne faut pas hésiter à contacter le service social du rectorat, qui, va pouvoir aider à constituer un dossier avec l'aide d'une assistante sociale du service. Ces dossiers sont examinés en commission une fois par mois, commission d'ailleurs dont fait partie la MGEN, et le cas échéant, en fonction des ressources de votre proche, une aide pourrait être octroyée, notamment à l'entrée en EHPAD. Il va s'agir bien sûr d'une aide ponctuelle. Vous pouvez bien imaginer que le service social ne va pas intervenir chaque mois pour vous aider à faire baisser le reste à charge, mais voilà, en fonction des ressources, une aide ponctuelle est possible. J'ai mentionné, le service d'action sociale employeur éducation nationale, mais des aides peuvent bien sûr aussi être proposées, par les autres versants de la fonction publique, en tant qu'employeur. Donc je pense par exemple au CGOS, en ce qui concerne la fonction publique hospitalière. Peut-être que certains d'entre vous sont connectés ce soir et font partie de cette fonction publique. Parallèlement, donc il ne faut pas oublier que certaines personnes, certains adhérents en EHPAD, ont émargé, à l'un des ministères de la fonction publique, mais peut-être que l'essentiel de leur carrière s'est déroulé dans le privé. C'est une situation qu'on peut rencontrer. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas hésiter à se rendre sur le site de l'Agirc Arco, site qui va vous permettre de déterminer de quelle caisse de retraite complémentaire dépend votre proche et quelle aide, en matière d'action sociale va, éventuellement être mobilisable par telle ou telle caisse de retraite complémentaire. Donc là aussi, le cas échéant, il s'agira d'une aide ponctuelle, notamment à l'entrée en EHPAD.
mais surtout, il ne faut pas hésiter à mobiliser ces services disponibles et souvent méconnus. Je vais aborder maintenant l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement. Il s'agit, tout comme l'APA, d'une aide versée par le département dont va dépendre le résident en EHPAD, mais ici, on est bien sur le versant action sociale et non plus sur le versant dit dépendance. Cette aide va pouvoir être déclenchée lorsque les revenus d'un résident ou d'une résidente ne suffisent pas à payer le montant demandé par une structure. On est tous d'accord, le reste à charge est conséquent, environ 2 000 € par mois. Souvent, les ressources n'y suffisent pas. L'action sociale du département va alors, le cas échéant, pouvoir prendre le relais et venir compléter le revenu de la personne et verser directement à l'établissement la somme manquante. Mais attention, il est très important de noter que cette aide sociale ne se substitue jamais à ce qu'on appelle l'obligation alimentaire, c'est-à-dire l'obligation pour les enfants, en fonction de leurs revenus bien sûr, de participer au paiement de la structure dans laquelle leurs parents résident. Donc, si un dossier d'action sociale est ouvert auprès du département, plusieurs éléments vont donc être examinés par le service adéquat. Les revenus du résident ou de la résidente, on en a parlé, son épargne éventuelle, voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais l'épargne constituée durant la vie de la personne constitue une éventuelle ressource et cette épargne, en tout cas son montant, sera examiné par le département. Et également les revenus du ou des enfants, parfois des petits-enfants, et le calcul de leur contribution, le cas échéant. En fonction de tous ces éléments, l'action sociale sera versée ou non à l'établissement en fonction des critères que je viens de vous exposer. Il faut noter que si le résident possède un bien immobilier au moment de la succession, à savoir bien sûr du décès de la personne, le département récupérera les sommes versées au titre de l'action sociale. Cela ne concerne pas l'APA en établissement, allocation pour laquelle il n'y a pas de récupération sur succession, mais bien là de l'action sociale pour laquelle il y a une récupération sur succession. Si un résident ou sa famille souhaite ouvrir un dossier d'action sociale en raison de faibles ressources, il faudra bien vérifier au préalable que la structure que vous avez choisie comprenne des places éligibles à l'action sociale. C'est le cas de nombre de résidences et je dirais même de la plupart des résidences, mais vérifiez bien l'élément néanmoins au préalable. Vous voyez qu'en matière d'aide possible, sur le diaporama, sur la slide, figure également le mot mutuelle. Eh bien oui, c'est important de noter qu'en tant qu'adhérent MGEN, si vous accompagnez votre proche pour le moment à domicile, vous pouvez bénéficier d'une aide intitulée AMA, aide aux mutualistes aidants. Dès lors que votre proche accompagné est en dépendance très avérée, donc à savoir, alors là c'est un peu technique, si votre proche est placé dans le GIR par un médecin 1 ou 2, il est considéré que votre proche est en dépendance totale. Et s'il est à domicile, là, vous allez pouvoir bénéficier d'une somme en fonction de vos ressources de 350 € par an ou de 500 € par an. À partir du moment où votre proche entre en structure, vous ne serez plus éligible à cette aide mutualiste aidant. Mais en revanche, si votre proche est lui adhérent ou adhérente MGEN, cette personne va alors pouvoir bénéficier d'une allocation dépendance en fonction de son degré de perte d'autonomie. Cette allocation se déclenche même pour une dépendance modérée.
J'attire votre attention également sur un tout nouveau dispositif d'action sociale mis en place par la MGEN à compter de janvier 2023, dispositif d'aide solidaire et que vous allez pouvoir mobiliser. Alors, par exemple, si votre proche a un reste à charge sur une dépense en santé, si le reste à charge de cette dépense en santé n'est pas entièrement couvert et si ce reste à charge est au moins égal à 100 €, alors là, vous allez pouvoir nous solliciter pour dans le cadre de ce nouveau dispositif d'aide. N'hésitez pas non plus à contacter la MGEN au 36 76 ou venir nous rencontrer au sein de l'une de nos sections départementales pour nous puissions vous parler d'un contrat dit additionnel, donc contrat qui s'appelle complément d'autonomie. Donc c'est un contrat additionnel dans le sens où il est régi en quelque sorte par une cotisation supplémentaire. Ce contrat, vous pouvez y souscrire, mais attention, bien avant d'être dépendant. Donc, dès l'âge de 18 ans et jusque l'âge de 74 ans, une personne peut souscrire à ce contrat dans le cadre d'une éventuelle perte d'autonomie future. Au moment de la perte d'autonomie, si vous avez souscrit à ce contrat pour vous-même, le contrat se déclenchera pour un montant mensuel que vous aurez prédéfini vous-même à la signature de ce contrat. Mécaniquement, cette allocation qui vous est versée, si vous êtes en perte d'autonomie et que vous êtes en EHPAD, alors ça vaut aussi si vous restez à domicile, hein, mais si vous êtes en EHPAD, eh bien cette allocation va faire baisser le reste à charge et ainsi va venir amoindrir la contribution éventuelle de vos enfants. Donc c'est important d'y penser à tout âge et avant qu'une perte d'autonomie ne s'installe. Nous allons maintenant arriver à la troisième partie de ce webinaire, donc à savoir les critères que vous pouvez observer pour le choix d'une structure. Donc, Philippe Crignon en a un peu parlé. Il y a quantité de choses à observer pour que votre choix s'oriente vers la plus adéquate des structures sur le territoire. Donc, il faut savoir qu'il y a quelques 7 600 EHPAD au total en France aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Vous pouvez noter au préalable les critères qui vont vous sembler prépondérants, aussi bien pour vous, mais bien sûr pour votre proche. Donc, votre proche étant la personne qui reste au centre de toute décision, et Anaïs en a parlé. Ces critères, vous pouvez vous les noter, vous allez pouvoir les observer au moment de la visite d'une structure. Donc, on n'insistera jamais assez sur l'importance des visites avant une admission. Cette visite n'est vraiment pas une simple formalité. Elle doit vous permettre d'avoir quantité de réponses à vos questions que j'imagine multiples. Vous devez, lors de cette visite, pouvoir être reçu par le directeur ou la directrice, ou le ou la cadre de santé, ou le médecin coordonnateur. Donc, il est important, je le mentionnais, que vous vous notiez toutes ces questions. Donc, sans vouloir en dresser une liste exhaustive, voici quelques éléments pour guider votre réflexion. Donc, votre réflexion peut porter sur le logement à proprement parler. Le logement, le cadre de vie. Donc, par exemple, quelle va être la superficie de la chambre ou du studio que votre proche va occuper? Comment ce logement est-il équipé en termes de meubles?
Anaïs en a un petit peu parlé. Est-ce que votre proche aura la possibilité ou pas d'y amener ses propres meubles? Alors c'est souvent le cas, donc on ne parle bien sûr pas de meubles de très, très grande taille, mais de petits éléments, un petit meuble de chevet, une commode, donc qui vont rappeler à votre proche, son domicile et le recentrer en quelque sorte dans, ses habitudes de vie. Vous pouvez demander lors de la visite si une chambre est repeinte ou retapissée lorsqu'un nouveau résident arrive. Donc, cela va peut-être sembler un détail pour certains d'entre vous ou pour certains ou certaines futures résidentes, mais au contraire, pour d'autres personnes, ce sera fondamental que de savoir qu'elle aura voilà, la décoration refaite à neuf. Pouvez vous interroger sur la salle de bain, qui est le plus souvent attenante à la chambre. Est-ce qu'il s'agit d'une salle de bain? Est-ce qu'il s'agit d'un simple cabinet de toilette? Donc, bien évidemment, votre visite de la structure doit comprendre la visite d'une chambre. Alors, la chambre peut être resituée dans le cadre général de l'aménagement de la structure. Au sein de cette structure, y a-t-il des salons, des salles de repos où les résidents vont pouvoir se retrouver ensemble, échanger, vont pouvoir bien évidemment retrouver leurs amis, leur famille? Le cadre est-il chaleureux? Est-il bien décoré? Voilà, actuellement, on peut observer dans nombre de structures une décoration associée aux fêtes de fin d'année. Et le plus souvent, cette décoration a été élaborée par les résidents à l'aide, bien évidemment, des équipes soignantes. Vous pouvez vous demander si la résidence de votre personne accompagnée comprend des espaces verts, un jardin ou une cour intérieure. C'est à mettre en rapport avec les habitudes de vie qu'on n'abandonne pas, bien au contraire, de votre parent. Peut-être que pour lui ou pour elle, ce sera particulièrement important. Si la résidence ne comprend pas de jardin ou de cour, peut-être qu'il sera important d'examiner s'il y a des espaces verts à proximité dans lesquels vous allez pouvoir emmener votre proche se promener si c'était une habitude qu'il ou elle avait et qui est particulièrement importante. Pouvez-vous demander si votre proche aimerait une structure plutôt urbaine avec la proximité des commodités ou plutôt une structure qui serait rurale. Donc là, c'est pour l'encadrement, le cadre de vie, le logement. Il va bien évidemment falloir vous pencher sur l'accompagnement également en matière de soins. Il s'agit d'un sujet primordial. Vous pouvez, lors de votre visite, demander de combien de personnes se compose le personnel de l'EHPAD. Quel est le nombre d'infirmières, d'aides-soignants ou d'aides-soignantes, d'agents de soins hospitaliers. Cela vous donnera des éléments en matière de ce qu'on appelle le taux d'encadrement par résident. N'oubliez pas non plus de demander combien de personnes sont présentes au sein de la structure la nuit pour le nombre de résidents. Il est important aussi que vous demandiez à la structure de qui se compose l'équipe pluridisciplinaire. Donc, est-ce qu'elle comprend un médecin coordonnateur? Normalement, c'est obligatoire, mais certains établissements ont du mal à les recruter. S'il y a un médecin coordonnateur, combien de temps peut-il consacrer à sa fonction en EHPAD? Combien de jours par semaine est-il présent? Le rôle de ce médecin est particulièrement important. Il a un rôle en quelque sorte de pivot. Il assure le suivi du projet de soins de l'établissement. Il procède à l'évaluation médicale des futurs résidents à leur entrée et il chapeaute également l'animation de l'équipe soignante. Il s'agit d'une personne référente pour toute cette crise sanitaire liée au Covid que nous avons traversée, que nous continuons à traverser et vous le savez parfaitement, qui a très, très lourdement impacté les résidents en EHPAD. Il est important de savoir la façon
dont les résidents sont protégés par rapport au Covid, sans pour autant être contraints et sans que leur liberté fondamentale ne soit bafouée. Un médecin coordinateur, tout comme une directrice, tout comme un directeur, est une personne que vous devez pouvoir rencontrer. Alors attention, le médecin coordonnateur n'est pas le médecin traitant des résidents. Il n'est pas amené à prescrire, ou sauf cas exceptionnel, ni à renouveler les prescriptions. Donc il est important de ce fait que vous sachiez sur un territoire donné à quel médecin traitant vous allez pouvoir faire appel ou quel médecin traitant l'EHPAD a l'habitude de travailler ou travaille de manière privilégiée. L'équipe médicale, l'équipe pluridisciplinaire au sein d'un EHPAD se compose encore de bien d'autres métiers. Donc n'hésitez surtout pas à demander si cette équipe comprend un psychologue, un ou une psychologue bien sûr, un ou une ergothérapeute, un ou une psychomotricien. Est-ce que l'EHPAD fait aisément également appel à des professionnels libéraux tels que les kinés, les orthophonistes, donc autant de professions qui peuvent accompagner de manière fort utile les résidents. Il peut également être important de savoir si la structure a passé une convention avec un service de HAD hospitalisation à domicile, éventuellement avec une équipe mobile de soins palliatifs. Alors là, bien sûr, on aborde le sujet très difficile de la fin de vie. Mais voilà, il ne faut pas occulter ce sujet. Il faut savoir comment il est traité dans l'EHPAD et si l'EHPAD est en mesure, donc comme je le disais, de mobiliser une équipe de soins palliatifs. Les éléments que je viens de vous énoncer sont liés aux soins, à l'accompagnement. Donc, n'oublions pas non plus la notion de services, donc services qui font partie intégrante du contrat de séjour que le résident va signer. Parmi ces services, il y a bien évidemment la restauration. Le bien manger, entre autres choses, bien sûr, fait partie du bien-être du résident. N'hésitez pas à demander à consulter un menu bien sûr sur une semaine, pas un seul repas, pas un seul jour. Demandez si les repas sont cuisinés sur place ou si le service est externalisé. N'hésitez pas lors de votre visite à interroger les résidents à ce sujet. Et vous allez pouvoir constater que les résidents aiment beaucoup partager, discuter de leur quotidien avec d'autres personnes. Il faut noter que l'ambiance d'une structure se ressent, se mesure et que discuter avec les résidents vous apprendra quantité de choses. Vous pouvez également déambuler dans les couloirs de l'EHPAD, vous asseoir pourquoi pas dans un des salons que présentera la structure et puis mesurer un peu les relations entre résidents, les relations entre soignants et résidents, pourquoi pas les relations entre familles et soignants. Voilà, soyez en quelque sorte aux aguets et je suis sûre que voilà, cette vigilance vous apprendra quantité de choses et vous permettra d'avoir un ressenti sur la structure que vous visitez. N'oubliez pas non plus de demander un programme d'animation. On l'a dit, l'EHPAD est un lieu de vie. Les résidents, évidemment en fonction de leur état de santé bien sûr, doivent pouvoir échanger, interagir durant des activités qui vont leur plaire. Poser des questions sur les moments forts au sein de l'EHPAD, à savoir par exemple la semaine bleue. Dans l'EHPAD du Saint-Leu, EHPAD MGEN, il y a beaucoup de choses mises en place grâce à Monsieur Philippe Crignon pendant cette semaine, beaucoup d'activités. Poser des questions sur la façon dont sont fêtés les anniversaires, les fêtes de fin d'année. Demander également si des partenariats ont pu être noués avec des associations de bénévoles, associations de bénévoles qui peuvent éventuellement venir proposer des animations. Je pense par exemple à l'association des Blues Roses, mais il en existe quantité d'autres. Anaïs en a un peu parlé, donc sachez qu'en matière d'accompagnement, chaque structure doit mettre en place un PAP,
plan d'accompagnement personnalisé pour chaque résident, donc plan qui prendra en considération les habitudes de vie, les souhaits, les goûts, ce que la personne n'aime pas, n'apprécie pas également. Donc n'hésitez pas à demander comment la famille peut être associée à ce plan d'accompagnement personnalisé. Concernant la vie de l'EHPAD, demandez si vous pouvez consulter les comptes rendus du CVS. Le CVS, c'est le Conseil de la vie sociale. C'est une instance obligatoire au sein d'un EHPAD. C'est une instance démocratique au sein de laquelle des représentants de résidents, des représentants de familles sont élus. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais, à demander les comptes rendus. Cela vous apprendra, j'imagine, quantité de choses sur l'EHPAD, sur les projets, sur les demandes des familles et des résidents. Cela peut concerner les repas, les animations, les sorties, pourquoi pas les investissements futurs et les pistes d'amélioration éventuelles. Vous pourrez, si vous le souhaitez, bien sûr, le moment venu, envisager de vous présenter à l'élection de ce CVS. Donc, tout dépend évidemment du degré d'investissement que vous souhaitez avoir au sein d'une structure. Et il est vrai que tout le monde non plus n'a pas le temps de s'investir au sein d'un CVS. Dernier élément en matière de critères de choix, je pense que si vous accompagnez un proche actuellement à domicile qui souffre d'une maladie neurodégénérative, donc type Alzheimer ou maladie apparentée, dans l'idéal, il est bien que l'EHPAD comprenne une UVA, pardon, unité de vie Alzheimer ou une UVP, unité de vie protégée. UVA, UVP, c'est quasiment synonyme. Mais même si vous estimez que l'état de perte d'autonomie lié à la maladie de votre proche ne nécessite pas pour le moment une admission en UVA ou UVP, il se peut que malheureusement la détérioration de son état de santé implique l'admission dans ce type d'unité. Donc, votre proche peut tout à fait être admis dans l'EHPAD au sein du service dit conventionnel et passer, pourquoi pas, en UVA ou UVP par la suite. Si vous faites admettre votre proche qui souffre d'une maladie neurodégénérative dans un EHPAD qui ne comprend pas d'UVA ou d'UVP, ça peut être un véritable frein à l'accompagnement puisque les équipes de ces unités sont particulièrement aguerries et formées à l'accompagnement de ces maladies si particulières. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous en matière de critères. Alors, bien évidemment, on n'a pas tout dit. On ne peut pas tout dire au sein d'un webinaire qui dure 1h15, mais nous espérons vraiment, en tout cas, vous avoir donné des pistes. Donc, en conclusion, les maîtres mots d'une admission en EHPAD sont les mots, je dirais, anticipation, à chaque fois que c'est possible, et les mots visite. Vraiment, il ne faut pas hésiter à provoquer la visite d'une structure. Parfois, un établissement vous dira que la visite de la structure est conditionnée à un dossier de préadmission. Pourquoi pas? Vous pouvez monter un dossier de préadmission, visiter la structure et demander à ce que votre proche soit positionné sur liste d'attente. Je connais des structures où il y a des listes d'attente depuis 2015. Régulièrement, l'EHPAD va appeler la famille du résident pour demander si c'est le moment pour le résident d'entrer dans la structure. Et le résident, puisqu'il a fait l'objet d'une préadmission, peut décider que oui, c'est le moment, ou dire non, moi je préfère rester à domicile. Voilà, ça aura permis à la famille, grâce à ce dossier de préadmission, de visiter la structure et de faire en sorte que le résident soit positionné sur la liste d'attente et puisse être
appeler éventuellement une fois par an pour savoir si c'est le moment ou pas d'entrer dans la structure. Il faut toujours avoir à l'esprit que le futur résident est et doit être au centre de la situation et que c'est son bien-être qu'il faut rechercher. Donc le bien-être doit être recherché par les soignants, le personnel administratif, il ne faut pas l'oublier, les équipes de cuisine, les équipes chargées du ménage. Tout ce petit monde, ainsi que la famille, bien sûr, doit faire corps, en quelque sorte, autour du résident pour pouvoir agir en fonction de ses souhaits et de ses besoins. Vous, en tant que famille, en tant que proche, vous êtes un maillon de la chaîne, un maillon incontournable, et vous devez être un observateur vigilant de l'exécution du contrat de séjour, et ce, tout au long de la vie du résident. Si votre proche entre en structure, vous devez, dans la mesure du possible, bien sûr, être un acteur de la vie du résident au même titre que les soignants. Enfin, n'oublions pas, et Anaïs l'a très bien dit, qu'un EHPAD est une résidence, un lieu de vie où le résident est libre d'aller et venir, de recevoir qui il ou elle souhaite et qu'en aucun cas, le fait de résider en EHPAD n'entraîne la moindre sous-citoyenneté. Le résident conserve ses droits, bien évidemment, à part entière. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec vous, ainsi bien sûr qu'Anaïs et Philippe. Donc, le diaporama sera disponible. Je pense qu'il est déjà dans le fil de discussion et à la fin de ce diaporama, donc, vous allez avoir des adresses et des liens utiles. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Donc, vous avez des liens. Donc, je pense par exemple au premier lien qui va vous amener directement sur un modèle de dossier d'admission. Vous allez avoir des liens qui vont vous permettre de vous soutenir en tant qu'aidant. Donc, notamment sur le site Soutenir les aidants, vous allez avoir la liste complète des maisons de répit, autrement appelées maisons des aidants. Le portail pour les personnes âgées.gouv est une véritable mine d'informations. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser ces liens que nous allons vous adresser. N'hésitez pas à consulter, toujours dans cette annexe, une vidéo donc, qui s'intitule Véronique, Pierre et Laurence. Donc, c'est une vidéo particulièrement instructive qui a recueilli les paroles de résidents et la façon dont ils anticipent avec leur famille leur entrée en EHPAD. Donc, ils vont, lors de ces vidéos, ils exposent les différents motifs qui les amènent à penser à une entrée en EHPAD et cela peut vous donner aussi des conseils, des idées auxquelles éventuellement vous n'auriez pas pensé. Voilà, donc je vais maintenant donner la parole à Peggy, donc qui nous fait le plaisir d'être parmi nous et qui va analyser les éventuelles questions sur le site, sur le fil de discussion. Oui, bonsoir à tous. Donc, 3 questions. Alors, une question de monsieur ou madame Jobert, je ne sais pas par rapport au fil de discussion, mais en tout cas, c'est autour de la PCH. Donc, on nous demande, bonjour, ma mère a la PCH et aucune EHPAD n'a pu nous dire comment ça serait transformé. Voilà la première question. Est-ce que quelqu'un serait en mesure de répondre à cette question ou alors on reviendra vers vous? Je peux prendre la parole si tu permets. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la PCH, mais je vais quand même essayer de ne pas faire la même réponse que les autres EHPAD ont fait. Il peut y avoir en effet une petite confrontation entre la PCH et l'APA, mais dans tous les cas, ne connaissant pas les détails individuels, j'invite vraiment monsieur ou madame Jobert à trouver la maison de l'autonomie la plus proche de leur secteur. Alors, ici, nous, sur Ulysse, c'est Montreuil-sur-Mer. Et la maison d'autonomie qui dépend du département saura bien évidemment leur apporter avec précision la réponse la plus complète.
Je rends la parole, Peggy. Ou alors je la garde si personne ne pose d'autres questions. J'ai vu qu'il y avait une autre question concernant les taux d'encadrement en EHPAD. Alors, il n'y a aucune valeur réelle existante ou dans tous les cas de valeur fournie et donnée. Il n'y a que des valeurs de constatation que l'on retrouve dans certains rapports par les cabinets. Il faut savoir en effet que ce n'est pas l'ARS qui donne et qui fixe un taux d'encadrement, sauf que l'ARS en effet détermine un budget pour l'établissement, une dotation soins qui est calculée selon ce que l'on appelle une équation tarifaire. Cette équation tarifaire, pour les spécialistes en mathématiques, c'est une équation avec plusieurs inconnus. Et parmi les inconnus que l'on connaît, on y met le niveau de dépendance des résidents, on y met le besoin en soins des résidents, on y met le nombre de résidents, on check un peu tout ça et on multiplie par un coefficient de valeur régionale et on obtient un chiffre. Et ce chiffre est notre budget. Et ensuite, avec ce chiffre-là, on doit embaucher le médecin coordonnateur, les infirmières. On doit prendre en charge à peu près sur ce budget-là 80% des aides-soignantes, les produits de soins, etc. On doit avoir un budget équilibré. Donc, c'est évidemment cette équation tarifaire, le budget soins, qui permet d'avoir les équivalents temps plein après en termes de soignants. Voilà. Mais il n'existe pas réellement de taux. Il est évident qu'un établissement qui a un niveau de dépendance faible va avoir un taux d'encadrement de soignants plus léger qu'un établissement qui a principalement des résidents en G1-2, par exemple. Peggy, je te rends la parole. Mensuel de l'allocation dépendance MGN. Oui, alors je vais prendre la parole pour cette question. Donc, je demande aux personnes de bien vouloir couper leur micro. Merci d'avance. Donc, le montant de l'allocation MGEN est fonction du taux de dépendance de la personne. Donc, enfin, le taux, c'est mal dit, mais du degré de perte d'autonomie. Donc, dès lors qu'un dossier dépendance est constitué auprès de la MGEN, il est envoyé à notre médecin conseil au siège qui va placer la personne au sein d'un groupe. Donc, soit groupe 1, soit groupe 2, soit groupe 3. Et en fonction, les groupes, vous l'aurez compris, correspondent au degré de perte d'autonomie de la personne. Et en fonction de cette perte d'autonomie, l'allocation sera soit de 200 € ou 400 € ou 600 € par an. Et si la dépendance est considérée comme totale, donc c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est-à-dire si la personne est placée en GIR 1 ou 2, donc c'est une personne globalement qui va du lit au fauteuil ou du fauteuil au lit, alors là, le montant de l'allocation est de 120 € par mois. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, on nous demande aussi. Alors oui, le diaporama a déjà été mis, ou si ce n'est pas le cas, sera mis dans le fil de discussion pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, c'est particulièrement important, hein, notamment pour ce dont je vous parlais, à savoir les liens utiles situés à la fin du diaporama qui, je l'espère, vont pouvoir vous aider. Nous avons procédé, comme je le disais au début de ce webinaire, à un enregistrement. Donc, l'enregistrement sera également disponible. Voilà ce que nous dit Madame Jaubert. Peut-être une question pour Anaïs, si tu le veux bien, Anaïs. Oui, Peggy ou Yannick, nous n'avons pas du tout entendu les questions. Ah, d'accord.
C'est moi qui ai un problème technique. Mais en tout cas, Non, moi, je ne pense pas du tout qui parlait. j'allais dire la même chose. Il y a des sortes de coupures. Alors, je ne sais pas si je suis la seule concernée. Alors, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend mieux, Peggy. Là, on ne t'entend plus. Est-ce que Yannick, tu peux prendre? Alors, je prends la parole. Vous m'entendez? Ça va? Oui. Oui, alors c'est une dame, Madame Jaubert, qui nous dit que sa maman refuse toute discussion concernant l'EHPAD, alors que cette dame s'occupe de tout pour sa maman à domicile, elle s'occupe de la gestion des auxiliaires de vie, mais sa maman refuse d'entendre parler d'EHPAD. Donc Anaïs, j'ai imaginé que c'était une question pour toi. Oui, oui, oui. Alors, oui, c'est effectivement une situation complexe, mais qui arrive régulièrement. Alors, je ne sais pas quelle est l'ampleur des troubles pour cette dame, ou s'il existe de manière sous-jacente une maladie neurodégénérative, mais il arrive très fréquemment alors, soit sur le plan cognitif, qu'une maladie neurodégénérative va parfois ne pas permettre à la personne de se rendre compte de ses propres troubles. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anosognosie, et donc la personne, effectivement, ne se rend pas compte des troubles qu'elle présente, et donc peut ne pas comprendre effectivement les démarches de l'EHPAD. En parallèle, il peut aussi y avoir du déni, tout simplement, avec effectivement des personnes qui sont dans la non-acceptation ou dans le déni de leurs troubles. Alors, ces situations sont très complexes parce qu'ils mettent effectivement les proches en difficulté. Je dirais que ce qui peut être facilitant, c'est dans un premier temps d'y aller progressivement. Il y a par exemple certaines EHPAD qui proposent des accueils de jour sur des activités journalières. Donc ça peut être par exemple un bon début de proposer des activités sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, une fois par semaine, puis 2, puis 3, pour aussi que la personne se rende compte voilà, des bénéfices qu'elle pourrait observer. Parfois aussi, il y a des situations où les troubles cognitifs sont évolués, et où l'entrée ne permet pas toujours effectivement d'obtenir le consentement de la personne, notamment dans le cadre des unités de vie adaptées. Mais ça, ce sont des situations où les troubles sont évalués de manière sévère. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Merci beaucoup, Anaïs. Je vais poser la question suivante puisque Peggy a quelques problèmes de connexion. Merci de bien vouloir couper vos micros, Philippe et Anaïs, si vous ne parlez plus, et les remettre au moment de la prise de parole. Donc, nous avons un monsieur qui doit gérer la situation de son beau-père qui est soudainement arrivé chez lui suite à une chute et une dégradation brutale de son état. Ce monsieur est éloigné de son domicile, environ 900 km, et il est sans médecin traitant. Donc, comment répondre au mieux à ce genre de situation? Philippe, peut-être? Situation compliquée, situation difficile que l'on observe parfois en effet dans certains déserts médicaux. Évidemment, sans médecin, c'est un petit peu compliqué. Parce que en régional, on renvoie vers le médecin traitant ou le médecin de famille pour aider. Maintenant, si c'est quelqu'un qui chute régulièrement, eh bien, à la chute suivante, ce monsieur risque d'être hospitalisé. Et en fait, ce serait pas mal qu'on puisse lui faire un bilan gériatrique à l'hôpital pour observer quelles sont les origines de ces chutes et dégradations. Peut-être que Anaïs peut compléter mes propos par rapport à ces situations qu'elle peut parfois rencontrer à domicile.
Nous, en règle générale, en EHPAD, on n'a pas ce type de situation-là. Et même si les résidents arrivent parfois sans médecin traitant, ils avaient un médecin traitant à domicile, on n'entendait pas, ils perdent souvent ce médecin traitant, mais notre médecin interne les prend en charge. Je ne suis pas souvent confronté à cette situation-là. Annie, je ne sais pas si vous pouvez m'aider dans la réponse. Alors, deux choses. La première chose, c'est que je vais encore compléter la première question, puisqu'il y a quelque chose qui aussi peut-être aider. J'en parlais tout à l'heure des associations. Alors, moi, je connais très bien France Alzheimer Pas-de-Calais parce que j'y interviens. Je pense que ça peut être aussi une solution, c'est-à-dire que dans l'association France Alzheimer, il y a la possibilité d'avoir des entretiens individuels à domicile avec une psychologue. Et là où le psychologue peut tout à fait aussi rencontrer votre maman pour discuter éventuellement avec elle et peut-être l'amener à une prise de conscience ou en tout cas à entrevoir les choses différemment. Donc n'hésitez pas à vous enfin, je vais trouver mon mot, fin de journée. N'hésitez pas à vous rapprocher, soit d'une plateforme de répit, Maison des aidants ou des associations comme France Alzheimer pour qu'aussi votre maman puisse discuter avec des professionnels. Pour la deuxième question, et donc la question du médecin traitant, oui, c'est un petit peu complexe. Les médecins aujourd'hui sont plutôt débordés et beaucoup d'entre eux ne prennent pas de nouveaux patients. Malheureusement, si une situation d'urgence ou importante se produisait, à part la voie plutôt hôpital, je ne vois pas tellement comment votre beau-papa pourrait avoir accès à un médecin. Éventuellement, peut-être le vôtre, si jamais il prend encore. Mais c'est vrai que c'est une question complexe et à laquelle on est peu confronté. Alors, il nous semble qu'il n'y a plus de questions sur le fil de discussion. Donc, nous allons tranquillement nous acheminer vers la fin de ce webinaire. Alors, je tiens à souligner que ce webinaire est le fruit d'un travail collaboratif, donc avec Anaïs et Philippe, bien sûr, mais aussi c'est un travail collaboratif qui s'est effectué au sein d'un groupe de travail composé d'environ une dizaine de personnes. Donc, je tiens vraiment à remercier les membres du groupe de travail voilà, qui nous ont aidés à la conception de ce webinaire et qui se sont connectés ce soir. Merci à mes collègues pour leur soutien. Merci à vous de vous être connectés. Et merci beaucoup à Madame Isabelle Musso, donc, qui est administratrice nationale MGEN et qui a bien voulu se connecter ce soir et être présente parmi nous. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis, on vous mettra dans le fil de discussion, comme annoncé, le diaporama. Et ne soyez pas étonnés non plus de recevoir un questionnaire d'évaluation par mail. Donc, je vous remercie de bien vouloir prendre quelques instants pour cliquer sur le lien d'évaluation. Et je laisse la parole à Philippe pour un petit mot, Philippe et Anaïs, bien sûr, pour un petit mot de conclusion. Bon, juste avant de conclure, moi j'ai vu passer une petite question par rapport à un conflit a priori avec un directeur d'EHPAD. On n'est peut-être pas tous parfaits. Après, j'avais vu en fait que le directeur ne répondait pas à la demande de rendez-vous. Alors je ne sais pas dans quelles circonstances, une demande de rendez-vous pour admission ou est-ce que le résident est déjà là. Dans tous les cas, il existe une organisation pour apaiser ou aider dans les conflits avec les établissements comme les nôtres. Et j'invite cette personne éventuellement à se rapprocher auprès des personnes qualifiées qui sont désignés par le département et qui permettent justement de faire de la médiation dans les difficultés que peuvent rencontrer les résidents ou leurs familles dans le cadre des établissements. Enfin, normalement, les directeurs sont des gens sympathiques qui accordent des rendez-vous assez facilement. Voilà, en tout cas, merci Yannick, et merci pour cette organisation, et merci surtout de nous avoir laissé l'opportunité de parler des EHPAD de manière positive, et ça contraste et ça compense comme ça
avec ce qu'on peut lire dans les journaux ou voir dans les actualités dans les journaux. Hein, mais on ne parle toujours que des trains qui arrivent en retard et jamais des trains qui arrivent à l'heure. Donc, les quelques EHPAD qui dysfonctionnent parfois nous font beaucoup d'ombre. Il faut quand même savoir que sur les plus de 7000 EHPAD en France, beaucoup, et surtout les EHPAD de l'économie sociale et solidaire tels que la FGN, sont des établissements très, très attentifs au bien-être de leurs résidents. Donc ça fait du bien de parler positivement, et puis je remercie aussi de tout l'accueil qu'on a, parce qu'on n'a que des merci dans le fil de discussion. Merci. Bonne soirée. Merci Philippe. Anaïs, un petit mot? Oui, mais avant tout de vous remercier, de remercier effectivement tous les participants, mais aussi ce groupe de travail. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est vrai. En tout cas, ce fut un plaisir et j'espère qu'on a répondu aux attentes des participants. Merci à vous. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir.